Les poules savent quand le jour se lève, mais elles laissent au coq le soin de l'annoncer. Un adage africain qui laisse à méditer et résonne avec l'actualité. En France, les femmes ne représentent que 43% des intervenants à l'antenne et 36% du temps de parole. Des chiffres en augmentation, mais qui continuent de pointer la sous-représentation de la parole des femmes dans les médias. Vox Femina est né d'une envie, aider les femmes à se faire entendre et à promouvoir leur domaine d'expertise. En un mot, rayonner. Ce podcast donne la parole à des femmes qui se sont lancées dans l'arène médiatique et nous partagent leurs expériences, leurs bonnes pratiques pour réussir. Comment se sentir légitime, défendre ses idées, oser. Pitch and Talk, le podcast, ça commence maintenant. Coach en entreprise, actrice, metteuse en scène, artiste de l'UNESCO pour la paix, Gila Clara Kessou a plus d'une corde à son arc. Grâce à sa connaissance du théâtre, du jeu, des postures, elle accompagne les dirigeantes dans leur prise de parole en public pour gagner en légitimité, en aura et en charisme. Des secrets de leadership qu'elle nous livre au micro de Pitch and Talk. Pouvez-vous vous présenter et nous raconter votre parcours en quelques mots ? Je m'appelle Gila Clara Kessous, je suis coach en entreprise et je suis également artiste de l'UNESCO pour la paix. J'ai commencé ma carrière en tant que comédienne. J'ai fait le conservatoire de théâtre et j'utilise des techniques théâtrales dans le domaine du coaching exécutif, donc tout ce qui va être posture, prise de parole, et dans le domaine humanitaire pour aider des personnes qui ont été victimes de syndrome post-traumatique. Les personnes que j'accompagne, c'est du public, du privé, ça va de grands dirigeants de grands groupes à du middle management. Il y a beaucoup de femmes dirigeantes aussi qui ont ces préoccupations de comment est-ce que je peux gagner en légitimité aussi, comment je peux gagner en aura, en charisme. Et ce sont des choses qui se travaillent. On entend beaucoup qu'au niveau média, non, la personne prend mieux la lumière. On entend aussi ce genre de choses. Alors c'est vrai qu'on a des visages qui vont être plus ou moins dans la captation de la lumière, mais on a tout un travail aussi de légitimité à renforcer qui va permettre en fait aux autres de pouvoir justement se projeter dans ce que l'on montre. Et ça, ce sont des choses qui peuvent être parfaitement travaillées. Je travaille en coaching en one-to-one, donc des coachings individuels, des prises de poste dans des secteurs publics, secrétariat général du gouvernement ou ministère ou autre. Donc il y a vraiment du travail de coaching ou même dans le secteur privé, que ce soit des grands groupes industriels, Alstom, Air Liquide ou même de luxe ou autres. Et puis on a aussi des formations. Alors là, les formations, elles vont être pour des petits groupes de 10-12 personnes, des formations sur l'intelligence situationnelle par exemple, qui implique l'improvisation pour pouvoir s'adapter aujourd'hui à ce qui reste encore le grand inattendu vis-à-vis de Covid ou autre. Beaucoup sur l'intelligence émotionnelle aussi, qui découle en fait de la prise de parole, qui découle de ces questions de communication. Parce que bien sûr, dans la communication, en particulier la communication de crise, si on n'arrive pas à gérer ses émotions, c'est un peu difficile. Donc j'oscille entre le coaching individuel, la formation, et puis bien sûr les conférences, où là je peux être devant une centaine, voire 500, 1000 personnes pour pouvoir traiter d'un point en particulier. Vous souvenez-vous de votre première prise de parole en public ? Alors la première prise de parole en public, ça a été lorsque j'ai dû faire un exposé en cours, et c'est vrai que c'était très compliqué, j'étais morte de trouille, puis je regardais le bout de mes chaussures, et en même temps j'essayais de toujours penser, de ne pas faire de fautes. J'avais appris par cœur ce que je devais dire. Et c'est vrai qu'à la suite de ça, j'ai vraiment compris que c'était assez français, cette notion du rapport à l'oralité appris par cœur. Et j'ai pu essayer de m'améliorer. Mais c'est vrai que la première prise de parole en public, c'était devant la classe. Quand on est adolescent, c'est jamais facile de supporter le regard de l'autre. Aujourd'hui, je vis de l'expression orale, puisque dans mon travail de coach, je travaille la posture de la prise de parole en public. Et puis dans mon travail au niveau de l'humanitaire, j'aide les personnes aussi à prendre la parole. Et en prenant la parole, je les aide à guérir, puisque c'est des process de dramathérapie. Donc pour moi, l'expression, elle est fondamentale et elle touche à des choses qui sont, on va dire, mécaniques. Ce sont des petits outils à savoir que tout le monde peut mettre en action, mais qu'on ne nous apprend pas à l'école. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir comment se comporter au niveau prise de parole en public, au niveau média, parce qu'une fois qu'on le sait, ce sont des choses qui ne sont pas intellectualisables, c'est des choses qu'on doit ressentir, puisque quand on prend la parole, on n'a que 7% qui parlent à la personne en face, 7% qui est retenu par
la personne en termes de mots. Tout le reste, c'est du non-verbal, du paraverbal. 93% de ce qu'on dit, c'est du non-verbal et du paraverbal. Donc c'est important de physicaliser, je dirais, la prise de parole. Et quelles étaient vos appréhensions à l'époque ? Est-ce qu'on doit vraiment parler de l'adolescence vécue par une jeune fille qui n'est jamais aisée? Alors je ne dis pas que c'est aisé du côté masculin, mais du côté féminin, bien sûr, au niveau hormonal, on vit plein de choses. Et c'est vrai que c'est jamais facile de devoir être vu quand on est dans des situations vraiment de faiblesse et encore, entre guillemets, on aboutit tant au niveau de la personnalité qu'au niveau corporel. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué au niveau adolescent lorsque j'ai dû prendre la première fois cette parole qui m'était donnée. Et puis petit à petit, en fait, le théâtre, et d'ailleurs c'est un outil fascinant pour les adolescents, le théâtre m'a permis de pouvoir m'habituer à recevoir le regard, avoir envie de le mériter, avoir envie de me dépasser, accepter de faire la paix avec ce corps qui, pour moi, n'était pas assez ni grand, ni mince, ni beau. Donc petit à petit, accepter cet incroyable outil et puis de mieux en mieux l'utiliser pour justement véhiculer de l'émotion. Donc oui, ça a été difficile, mais aujourd'hui, comme j'ai la chance de pouvoir essayer de montrer aussi l'exemple dans mes prises de parole, c'est quelque chose qui est absolument fabuleux. Avez-vous des astuces, des conseils à donner pour une prise de parole en public réussie ? Les astuces, elles sont très simples. D'abord, s'habituer à voir son visage, son corps, par le fait de se filmer. Il y a des petits exercices à faire où on se filme, on regarde sans le son. Donc voir ce que l'on donne, en fait, au travers de 5 piliers qui sont simples. Ancrage, gestuel, regard, voix, silence. Ancrage, c'est la façon dont le corps se présente. Donc, est-ce qu'on est bien assis? Est-ce qu'on est affalé? Est-ce qu'on est trop arrogant dans sa posture? Donc, l'ancrage, il est vraiment très important puisque c'est ce qui va donner le gage de la légitimité de la personne. La gestuelle, comment est-ce qu'on bouge avec les mains? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Tout ce qui est gestuel va s'effacer justement dans des cadres d'intervention digitale. Donc là, on va plus travailler sur ce qu'on appelle la gestuelle, mais des mimiques faciales. Et puis, bien sûr, le regard. Donc les 3 piliers à essayer d'évaluer de 1 à 5 sur une petite vidéo sans le son. Puis après, on retourne le téléphone en imaginant que vous êtes filmé par votre téléphone. Et là, vous allez juste écouter la voix. Et vous allez travailler pilier 4, pilier 5. Donc voix et silence pour voir comment est votre voix. Est-ce qu'elle est grave? Est-ce qu'elle est aiguë? Est-ce qu'elle est nasale, gutturale? Est-ce qu'il y a des tics de langage? Donc voilà, c'est des petits exercices simples, mais il faut vraiment prendre conscience en fait de ce que les autres voient. J'entends beaucoup de femmes dire « je ne supporte pas de me voir en vidéo », mais bon, il faut vraiment que vous puissiez accepter de pouvoir voir ce que vous donnez à voir à tout le monde finalement. Avez-vous des modèles de femmes inspirantes ? Beaucoup de femmes m'ont inspirée, bien sûr, il y a des femmes absolument incroyables. Si on regarde par exemple la gestuelle ou la posture d'une Simone Veil, on a quelqu'un qui a travaillé son ancrage, qui a accepté aussi de pouvoir travailler une certaine présence, un certain charisme. Alors quand je dis travailler, est-ce que c'était conscient, est-ce que c'était inconscient? Mais on sent que la voix est là et en termes d'authenticité, que tout est là. Et ça, par exemple, ce sont des exercices qu'on fait aussi avec mes coachés, c'est-à-dire faire en sorte de trouver une capacité de disponibilité mentale à l'autre qui fait qu'en fait, on sent que la personne est dédiée. Et en fait, les comédiens, comédiennes ou les personnages que j'ai toujours admirés sont des personnes qui ont cette capacité de profond don à l'autre dans leur présence. Simone Veil, par exemple, était comme ça. On en a d'autres encore aujourd'hui. Je pense lorsqu'on a une Christine Lagarde aussi qui est présente. On sent cette capacité de concentration et de don à l'autre parce qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur que ce moment-là qui est vécu. Et je trouve que ce sont des femmes, du coup, qui assument leur côté femme qui est assez remarquable. Diriez-vous que les femmes que vous accompagnez souffrent davantage du syndrome de l'imposteur ? Ce qui est assez incroyable, c'est qu'une femme qui va venir me voir dans mon cabinet va tout de suite me dire oui, alors je dois m'améliorer sur ça, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ce coaching. Donc il y a une conscience d'avoir mal fait, de vouloir mieux faire et de devoir rendre des comptes. J'ai déjà eu des femmes, la première fois qu'elles m'ont vue, qui prenaient un peu le coaching sous une forme punitive et qui me disaient, donc si je comprends bien, vous allez dire tout ce que je vous dis aux ressources humaines. Donc il a fallu que je retravaille tout ce qui était confidentialité, tout ce qui était vraiment obligatoire dans la relation du coach et du coaché, et que non seulement c'est confidentiel, mais que si je vois qu'il y a souffrance, je recommanderais que la personne puisse quitter l'entreprise, et l'entreprise m'aura payé pour ça. Donc il y a un rapport d'authenticité et de confiance profond entre le coach et la coachée. Donc ça, c'est vraiment un public féminin. Le public masculin,
déjà s'il a accepté d'être en coaching, il sera plus là pour de la curiosité intellectuelle, sans conscience d'avoir démérité, plus dans une idée d'enrichissement. Alors que la femme aura une idée de rétablissement de quelque chose parce qu'elle n'a pas été parfaite. Donc c'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ce syndrome du non parfait qui reste encore profondément féminin. Je pense que c'est dû au perroquet négatif, la fameuse petite pensée là qui est sur l'épaule et qui nous rappelle qu'on n'est pas à la hauteur, qui crie dès le matin. Qu'il faut qu'on soit à la fois une excellente mère de famille, excellente femme au foyer, excellente partenaire amoureuse, excellente... Donc vraiment, c'est cette idée-là de devoir faire face à plusieurs fronts, parce que le multitâche, c'est quand même quelque chose qui va être aussi assez féminin, par rapport à des images sociétales qui ont du mal à changer. Aujourd'hui, on voit que la femme, elle a le droit de pouvoir être dirigeante, ce qui est très bien, mais une femme dirigeante, par exemple, qui n'aura pas développé le côté familial, aura droit à une réflexion, ce qui n'est pas forcément le cas pour un homme. Une femme dirigeante qui n'aura pas développé quelque chose au niveau relationnel, donc elle aura droit aussi à une réflexion. Donc c'est vrai qu'on a encore ces carcans qui enserrent la femme. Et puis surtout, moi, à chaque fois que je parle à une femme dirigeante, j'entends beaucoup, j'ai eu la chance d'être là. C'est déjà une chance pour moi d'être arrivée là. Donc vraiment une conscience de l'exceptionnel. Ce qui est malheureusement vrai, vu le nombre de femmes au CAC 40 aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément le cas au niveau de l'homme. Quels sont vos conseils pour faire taire ce perroquet négatif ? Pour faire taire le perroquet négatif, il faut pouvoir être en capacité de noter, donc d'écrire les pensées qui vont être des croyances limitantes et qui reviennent, en fait, qui sont obsessionnelles. Quand on se dit « je suis pas à la hauteur, j'ai peur de parler en anglais, je suis pas... » Donc il y a tout un travail de mise à l'écrit de pensées obsédante. Et ensuite, il y a un travail en fait de rectification de la pensée pour passer de quelque chose de général à quelque chose de particulier. Donc cette espèce de travail d'entonnoir à faire permet de pouvoir positiver la phrase si on la circonstancie. Je donne un exemple. Je suis nulle dans les langues étrangères, je suis nulle en anglais. Chaque fois que je prends la parole en anglais, c'est un désastre. Donc on va travailler à ça, on va l'écrire et on va essayer de circonstancier en disant « je peux être bonne en anglais si je travaille, si je prends la parole pas plus de 10 minutes, si je maîtrise mon sujet. » Donc en fait, essayer à chaque fois de détourner cette phrase obsédante qui va permettre en fait au perroquet négatif de se dire « tiens, j'ai plus vraiment d'impact, comment ça se fait, il ne m'écoute plus ?» Donc ça, il y a un vrai travail, si vous voulez, pour sortir de mantras qui sont des mantras de négativité qui peuvent nous mettre à terre. Vous intervenez régulièrement en entreprise sur ce thème du leadership. On associe souvent le leadership dit féminin au soin, le care, l'émotion, la créativité ou encore l'intuition. Qu'en pensez-vous ? Comment vous percevez ce leadership au féminin ? Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on a toutes les études qui tournent autour. Je crois que c'était une étude qui avait été faite par McKinsey récemment. Enfin, chaque année, en fait, on a des cabinets qui étudient justement la place de la femme au niveau leadership, qui montrent justement ce côté care, ce côté... Et pourtant, ça arrange aussi tellement de dire que la femme, elle est naturellement portée vers... Et quand on se tourne vers quelque chose d'un peu plus scientifique... à voir, j'allais dire, quand on regarde le côté homme, côté femme, ou côté masculin, féminin, même au niveau de la nature, on voit que l'élément féminin, il n'est pas programmé pour pouvoir s'occuper des autres. Il n'est pas programmé biologiquement pour pouvoir avoir plus d'empathie que l'autre. Donc je trouve intéressant de revenir sur cette idée d'un leadership au féminin, par rapport à un leadership au masculin. Si le leadership au féminin veut dire care, je pense qu'il faut aider les hommes à développer le care. Et si le leadership au féminin veut dire, on va dire, autorité, etc., il faut aider ce qu'on pense ne pas être inné chez la femme. Mais moi, je reste quand même profondément, vraiment convaincue qu'il n'y a pas de différenciation de nature. C'est-à-dire que le leadership au féminin, c'est quelque chose qui vient après, vis-à-vis d'une image qui peut être donnée et qui arrange aussi en termes sociétals. Donc je pense qu'il faut que la femme elle puisse sortir de cette notion de leadership au féminin, qu'elle puisse comprendre qu'il existe un problème féminin vis-à-vis du leadership, comme il existe un problème féminin vis-à-vis du pouvoir. Une femme, aujourd'hui, pour se dire qu'elle a du pouvoir, qu'elle est dans un poste de pouvoir, généralement, dès que vous abordez cette notion pour une femme, vous allez voir
la petite moue qui va venir, parce que c'est généralement un gros mot. Donc il y a tout un travail de réconciliation de la femme vis-à-vis du pouvoir politique, pouvoir de décision, pouvoir aussi d'exercer une force vis-à-vis d'autres collaborateurs, voire des collaborateurs plus jeunes, des collaborateurs masculins. Donc il y a tout un travail, je pense, de déconstruction vis-à-vis d'une image de la femme que l'on veut toujours garder sur le care. On l'a vu même au niveau Covid, la femme, elle est encore enfermée dans des métiers qui sont plus sur le care, au niveau notamment des soignants. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec les capacités de la femme. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore une répartition des métiers qui est très genrée et qu'il faut pouvoir sortir de ça. Plus on va réussir à montrer que le leadership au féminin, c'est un leadership qui doit être mieux compris par la femme, plus on va réussir en fait à sortir de la question genrée dans la façon d'exercer un certain leadership. Et votre mot de la fin ? Un mot de la fin, quand on touche à la communication, en particulier dans les médias, sur cette question du féminin, je pense que c'est l'interdépendance qui va nous sauver. C'est-à-dire pas montrer qu'on est dépendante, que l'homme puisse aussi être avec nous dans ce combat, pas non plus montrer qu'on est indépendante, c'est-à-dire qu'on va mener nous-mêmes notre guerre et qu'eux, ils suivront ou ils ne nous suivent pas. Je pense que la notion d'interdépendance est intéressante à mentionner en disant qu'ils ont tout intérêt, comme on a tout intérêt, de pouvoir avancer ensemble à une meilleure représentativité des femmes à l'écran, dans les médias, parce que pour eux aussi, c'est une façon de se dire qu'ils ont des partenaires égales pour pouvoir discuter d'une vision plus juste en fait de l'humanité. Donc ça, je pense que cette notion d'interdépendance, elle est importante et je suis vraiment contente de pouvoir terminer là-dessus. Vous venez d'écouter un épisode de Pitch and Talk, un podcast Vox Femina en collaboration avec A Priori, le média des décideurs.